Tout le monde connaît l'histoire de Phil Knight. Enfin, pas vraiment. Reviens en arrière. Tout le monde connaît Nike, ses paires de sneakers, ses contrats dans le sport à des millions de dollars et surtout son excellence dans le marketing et la publicité. Mais finalement, très peu de monde sait qui est derrière toute cette histoire et surtout comment tout a commencé. Comment Nike, une petite entreprise de Portland dans l'Oregon en état un peu perdu des États-Unis, est devenu un des plus gros monstres du business mondial. Avant tout le succès qu'on connaît, il y a eu le mec que vous voyez à l'écran. Personne ne le remarquait vraiment, il avait une coupe de cheveux un peu hasardeuse et surtout très peu confiance en lui. Pourtant, il avait des rêves plein la tête et il était prêt à tout pour les réaliser. Son nom, Phil Knight. Le parcours de Phil Knight et ce qu'il a créé avec Nike, c'est vraiment une success story à l'américaine. On a des beaux exemples de réussite et en même temps des gros échecs, le tout mené par un seul même gars, un petit peu fou, qui à un moment donné dans sa vie a eu une idée folle et a tout misé dessus. Son idée folle l'a finalement accessoirement rendu milliardaire et surtout est devenue une des marques les plus connues de l'histoire. C'est parti, on prend notre meilleure machine à remonter le temps et on débarque en 1938. C'est à Portland que tout commence sur la côte ouest des États-Unis. Portland, c'est une ville de l'Oregon où la nature est partout, les paysages sont magnifiques. En vrai, c'est un peu le 7-7 des États-Unis, on va pas se mentir. Pour remettre un peu de contexte, à cette époque-là, l'Oregon, c'est une région qui est hyper connue pour être un point central du transport de marchandises et aussi pour son taux de criminalité, qui est un des plus hauts des États-Unis. Une dizaine d'années plus tard, les choses ont pas mal changé et pendant le mouvement hippie, Portland devient une ville hyper progressiste. C'est par exemple une des premières villes qui s'est montrée en acceptation avec la cause homosexuelle, ce qui était hyper rare à cette époque-là aux États-Unis. Une fois tout ça réuni, on comprend vite que c'est pas une zone qui est hyper propice pour ouvrir un business, surtout pas en 1938, à l'époque où Phil Knight naît. Son père, c'est un ancien avocat qui deviendra éditeur de journal et sa mère a pas de travail. Il vit dans la classe moyenne, on peut pas dire qu'il a la fameuse success story d'un petit parti de rien, sans moyens, sans famille, et qu'a monté un empire de lui-même pour devenir milliardaire. Bien au contraire, Phil Knight évolue dans une famille plutôt stable. Ils ont pas mal de moyens, la famille est soudée, il grandit dans un bon environnement. Quand il a besoin d'un peu d'argent pour lancer 2-3 projets, généralement son daron est plutôt près de lui pour l'aider. Grandir dans cet environnement va lui permettre d'aller faire des études, ce qui n'était pas forcément évident à cette époque-là. Et de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il passe dans ses études supérieures, Phil Knight a toujours développé un aspect de sa personnalité, c'est son esprit de compétition. Le mec est trop compétiteur, il a toujours envie de battre son rival, peu importe le sujet. Qu'on parle de notes à l'école, d'une course, d'un jeu avec ses potes, peu importe, son objectif premier, c'est toujours de gagner quoi qu'il arrive. Si on disait à Phil Knight l'important c'est de participer, il nous dirait ça, c'est une phrase de perdant, dégage, moi je veux gagner. Sa passion principale, c'est le sport. Il en regarde et il en pratique beaucoup. Alors il va tester différents sports, mais à chaque fois, il est pas très bon. Il va s'inscrire au basket, mais encore une fois, on va pas se mentir, c'est pas bon du tout. Il est même un des plus nuls de son équipe. Alors après une période de grand découragement où il se sent bon à rien, il va s'engager avec l'équipe de course de l'université de l'Oregon, et là, il va découvrir sa vocation, courir. Il pense qu'à courir matin, midi, soir, c'est devenu son obsession, mais il pense surtout à quelque chose, toujours améliorer ses performances. Oubliez pas ce que je vous ai dit, l'importance pour Phil Knight, c'est toujours d'être meilleur que la veille. C'est pendant cette période à l'université de l'Oregon que sa vie va changer. Alors pas directement matériellement, mais c'est dans sa tête que ça se passe et il va se développer un état d'esprit qui va lui permettre de conquérir n'importe quel défi plus tard dans sa vie. Donc comme je disais, son focus c'est le sport, la course et il va s'immerger de plus en plus dedans. Il va commencer à s'intéresser à absolument tous les aspects du sport, business, pratique, performance en passant évidemment par les équipements. Il est directement matrixé par l'idée que les équipements pourront l'amener à des meilleures performances. Son idée c'est de se dire je vais mieux m'équiper, comme ça je vais mieux performer et derrière c'est toujours moi qui va gagner. Je veux être le meilleur. Et du coup c'est ça sa vraie obsession. Finalement c'est pas tant sa performance mais à quel point il peut s'équiper, à quel point les vêtements qu'il porte, la paire de chaussures qu'il porte va avoir un vrai impact sur sa performance. Et en fait, en s'intéressant à tout cet aspect d'équipement, il se rend compte qu'aux États-Unis, finalement, à l'époque, il n'y a pas énormément de choses qui sont très développées. Les chaussures américaines sont pas très chères, mais elles sont très mauvaise qualité. On a aussi les chaussures allemandes, surtout de la marque Adidas, qui sont beaucoup plus coûteuses, mais jugées comme plus résistantes. Mais c'est quand même loin d'être l'idéal et très souvent, à la fin de leur course, les coureurs terminent avec leurs pieds en sang. Donc Phil Knight réfléchit beaucoup à ça. Il se dit, ces mecs sont en train de courir tous les jours, ils finissent avec les pieds en sang, donc ils peuvent pas bien s'entraîner le lendemain. Ils peuvent donc moins améliorer leur performance et il fait un lien direct entre la paire de chaussures qu'ils portent et les résultats de leur performance. Pour lui, c'est un point clé à améliorer. Et c'est là qu'apparaît un nouveau personnage principal dans l'histoire de Phil Knight, c'est Bill Bowerman. Bill Bowerman, c'est son coach de course à l'université de l'Oregon et c'est un coach qui a une hyper grande réputation. C'est un peu le genre de personne où t'as l'impression qu'ils ont déjà tout fait. Bill Bowerman, c'est un coach performant, il est parti faire la guerre, il revient, il emmène ses athlètes aux Jeux Olympiques, il arrive à gagner une médaille. En fait, c'est juste un boss dans son domaine et Phil Knight, il est admiratif de Bill Bowerman. Et Bill, c'est un peu un
scientifique de la chaussure de course, il essaie toujours de les bricoler, de les déconstruire, reconstruire, changer les semelles, changer les coutures, parce qu'il veut absolument mettre ses coureurs dans les meilleures conditions. Et ça, Phil Knight, il le comprend vite et il adore ça. Il voit un peu son coach comme un scientifique de la chaussure qui fait des expériences un peu cheloues, mais qui arrive toujours à créer des nouvelles choses intéressantes qu'on voit nulle part ailleurs. En dehors du sport, à ce moment-là, Phil continue des études et il va avoir un diplôme en journalisme. Il va ensuite passer un an à l'armée, mais cette période est hyper déprimante pour lui. Il passe son temps à cogiter et à penser à ce qu'il va faire quand il va sortir de l'armée. Alors du coup, pour préparer sa sortie, il va prendre des cours du soir à l'armée, des cours qui vont être basés sur le business. Il va apprendre à monter des business plans. Et du coup, un jour, il y a un prof qui lui dit bah écoute, crée-moi une entreprise fictive, montre-moi ton business plan et on en parle ensemble. Et là, Phil Knight, il va se dire waouh, attends. Et si je crée une marque de chaussures de sport? Et c'est simplement à ce moment-là qu'il va construire les bases de ce que va devenir Nike. Quand il construit ce business plan, il repense à un discours de son coach Bill Bowerman qui lui dit qu'effectivement il n'y a pas grand-chose aux États-Unis, mais qu'il a entendu parler du Japon comme un endroit où les paires seraient moins chères à fabriquer, avec une meilleure main-d'œuvre. Du coup, son business plan, c'est une marque de chaussures de course qui serait fabriquée au Japon et distribuée aux États-Unis. Et son prof lui fait que des bonnes remarques. Il lui dit ton idée elle est incroyable, franchement je t'encourage à la faire. Ce moment-là de l'histoire, il me rappelle à quel point les profs des fois ont pas conscience d'à quel point ils peuvent jouer avec la confiance en soi de leurs élèves, et parfois une petite remarque positive à un élève va pouvoir lui donner vraiment de la confiance et une vraie détermination pour mener ses projets. C'est ce qui s'est un peu passé avec Phil. Quand il quitte l'armée, on est en 1962, il décroche son diplôme en école de commerce. Phil Knight devient obsédé par l'idée qu'il a eue pendant ses cours du soir. Il se dit qu'il a enfin trouvé un but dans sa vie. On est en 1962, il termine son service à l'armée et il se casse faire le tour du monde. Mais son tour du monde, il va pas le faire au hasard. Il a une idée précise, arriver à un moment donné au Japon pour aller voir quelques marques de chaussures de sport, pour faire une vraie petite étude de marché et voir ce qui se passe là-bas, pour avoir le cœur net, est-ce que son projet est réalisable un jour. Du coup, il part avec un pote faire son tour du monde, il s'arrête à Hawaï, il va commencer à vendre des produits financiers pour gagner un peu d'argent. Ensuite, il arrête, il va faire de la vente en porte-à-porte d'encyclopédies. Franchement, j'aurais pas aimé être lui à cette époque-là. C'est un truc qui existe plus vraiment aujourd'hui, mais vraiment, c'était en mode oui bonjour, je suis là pour vous vendre des encyclopédies. C'est pas fun du tout. Et enfin, il arrive au Japon, et alors là, direct, il devient complètement fou de la culture asiatique. Là-bas, il a l'impression que tout l'inspire. Sur place, il rencontre des représentants de la marque Onitsuka. Ça va être un rendez-vous hyper fructueux pour lui. Et une fois ce rendez-vous terminé, il a qu'une hâte, rentrer à la maison pour pouvoir enfin mettre en marche son projet. Et c'est ce qui va se passer. En 1964, il rentre à la maison. Et c'est là que véritablement tout commence. Phil Knight lance son premier business et il décide de l'appeler Blue Ribbon Sports. Le nom en fait référence au ruban bleu, qui est une sorte de médaille remise aux gagnants des courses. Et vu que lui il veut vendre des chaussures de course, c'est plutôt raccord avec son thème, le nom sonne bien pour lui. Et c'est maintenant que l'histoire commence. Comme je disais juste avant, pendant qu'il était au Japon, Phil Knight a eu rendez-vous avec des représentants d'Onitsuka Tiger. Et eux ils l'ont directement emmené dans une usine de fabrication pour lui montrer comment ça se passait. Ils ont senti un sens de la curiosité chez Phil Knight et ils ont voulu lui montrer un peu comment étaient les process de fabrication, quelles idées derrière ils avaient pour les distribuer. Ils en mettent plein la vue à Phil Knight, il est comme un gosse dans un magasin de jouets. À cette époque-là, Onitsuka Tiger, ils sont connus pour faire cette paire de chaussures, qui est un peu considérée comme étant une copie d'une paire d'Adidas, mais qui en réalité se vend plutôt bien sur le marché asiatique. Et là, Phil Knight, il se dit, c'est peut-être malin si je reviens chez moi avec quelques paires et j'essaie de les mettre en vente, parce que ces paires-là, on les voit pas chez nous, pourtant elles ont l'air vraiment pas mal et très bonne qualité. Pour lui, ce produit-là sur le marché américain, ça va trop bien fonctionner. Pendant le rendez-vous, il propose aux représentants de la marque Onitsuka Tiger de lui envoyer quelques paires pour qu'il essaie de les vendre aux États-Unis, et ils lui disent ok, on t'envoie ça. Donc Phil Knight rentre chez lui, il demande à ses parents t'as pas vu mon colis s'il est arrivé? Ils lui disent non. Il attend des jours, le colis arrive pas, il commence à devenir un peu stressé parce que c'était un peu tout son espoir, il avait hâte que le colis arrive, commençait à vendre ses paires, et dans sa tête il désespère un peu, il se dit ah, ils m'ont peut-être menti, je l'aurai sûrement jamais mon colis Onitsuka Tiger. Et un jour pas fait comme un autre, il reçoit son colis, il le déballe et il a enfin ses paires d'Onitsuka Tiger. À ce moment-là, il est comme un gosse et il a envie de partager cette expérience avec une seule personne, son coach Bill Bowerman. Alors il prend des paires avec lui, il fonce voir Bill Bowerman et il se prépare à lui présenter les paires, mais en même temps il est un peu stressé parce qu'il sait pas trop ce que Bill Bowerman va en penser. Et là, surprise, Bill Bowerman il est hyper conquis par ce qu'il voit, il adore l'idée de Phil Knight de revendre ces paires là sur le marché américain et il lui propose directement de devenir associé à 50% de son entreprise Blue Ribbon Sports. Pour Phil Knight, c'est vraiment un truc de ouf. Il vient de créer une entreprise, il y a un de ses modèles qui veut être son partenaire et associé, il vit un peu un rêve là, c'est incroyable pour lui. Il accepte, il se serre la main, ils investissent tous les deux $500, à savoir que les $500 de Phil Knight, en vrai c'est ceux de son daron, et il passe commande d'un plutôt gros stock d'Onitsuka Tiger avec qu'un seul et même objectif, inonder le marché américain de ses paires japonaises. Raconté comme ça, en vrai ça a l'air plutôt simple. Pourtant, pour en arriver là, Phil Knight il a quand même mis quelques douilles à quelques personnes, et c'est vraiment passé crème. D'abord quand il est allé au rendez-vous avec Onitsuka, déjà il est arrivé avec 30 minutes de retard parce qu'il comprenait rien au trajet. Et inutile de vous dire qu'à l'époque, c'est pas il sort son iPhone, il ouvre plan et ça y est, il a sa direction. Non, il a une carte, c'est écrit en japonais, il comprend rien. En plus, quand il arrive là-bas, il se présente comme un vrai chef d'entreprise, alors que pour l'instant,
Il n'y a rien qui est vraiment officiellement créé, c'est tout nouveau. Il a pas encore de clients, il a même jamais rien fait en fait. Il y a juste son entreprise qui est là et c'est tout. Mais pour lui, il est chef d'entreprise et il se présente comme ça. En plus de ça, il parle aux représentants d'Onitsuka des équipes qu'il a aux États-Unis. Bon, à part ses amis imaginaires, il a pas grand monde puisqu'il est tout seul. En gros, il a un peu utilisé la technique du fake it till you make it. En gros, c'est fait semblant et t'inquiète, ça va passer. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé parce que c'est passé tout seul. Et les représentants d'Onitsuka, ils ont rien vu venir. La commande est reçue par Bill et Phil, ils commencent à les mettre en vente. Du côté d'Onitsuka Tiger, ils attendent pas grand chose parce que bon, ils connaissent pas vraiment ce duo américain. Ils leur envoient une petite commande, mais c'est tout. Il y a pas d'énorme attente de la part de la marque japonaise. Pourtant, ça marche directement plutôt bien. Phil Knight croit tellement en ses produits qu'il arrive à en vendre vraiment une tonne. Et tout le stock qu'il a acheté, plutôt que le vendre en à peu près un mois, il va le vendre en 2 semaines. Et ils arrivent à avoir ce petit succès alors qu'ils ont même pas de magasin physique, ils vendent tout à l'arrière de leur voiture. À l'époque, il a une vieille MG, il se balade d'université en université avec des paires partout dans sa voiture, franchement c'est le bordel. Mais il est tellement convaincant, tout le monde lui fait confiance et surtout, il y a quand même des bons retours sur les produits. Du coup, les deux acolytes, ils commencent à se faire un petit nom, de plus en plus de personnes veulent leur paire de courses japonaises parce qu'à l'époque, c'est pas très connu. Et vu que c'est pas très connu, ça se remarque assez facilement et les gens aiment bien ça. Donc grâce au bouche à oreille qui marche entre les coureurs, ils se font une petite base de clientèle plutôt solide quand même. Ils repassent une commande à Onitsuka, ça marche plutôt bien, ils en repassent une, ça remarche encore bien, mais le process, en fait, c'est un peu une galère. Tout est super long, quand ils commandent, ils mettent des fois plus d'1 mois à recevoir la commande. Du coup, pendant ce mois-là, ils ont plein de clients qui viennent les voir, mais ils peuvent pas leur vendre de paires. Globalement, la gestion de l'entreprise, elle est chaotique. Tout est vendu dans une voiture, les commandes mettent longtemps à arriver, le gars a pas de stock, enfin, c'est vraiment une misère. Donc, quelque part, les ventes prennent bien, mais c'est pas encore totalement ça. Mais lui, il est un peu comme dans un rêve, donc tout ça, il le voit pas vraiment. Il pense à ses chaussures constamment, son obsession, c'est les améliorer et les vendre. Il y a que ça dans sa vie, rien d'autre. Pas de meuf, pas de sortie avec les potes, pas de cinéma, pas de soirée, non. Chaussures, c'est tout. On dirait un peu moi il y a 7-8 ans là, sauf que moi j'ai juste fait des vidéos YouTube. J'ai pas créé de marque qui sera milliardaire plus tard. Comme quoi il y en a qui sont plus malins que d'autres. Il est tellement obsédé par les chaussures que tout le monde l'appelle le Shoe Dog. C'est d'ailleurs le nom de son autobiographie en anglais qui a été traduit en français par l'art de la victoire. Parce que si on avait traduit Shoe Dog en français, je vous laisse voir le résultat à l'écran, ça aurait pas été super. À côté de Phil, il y a son coach Bill Bowerman qui lui est tout autant passionné par le projet, mais surtout lui ce qu'il aime, comme je disais, c'est qu'il va découper les paires, essayer de les améliorer, il fait des projets un peu chelous, et il commence à proposer des améliorations à la marque Onitsuka Tiger, comme s'ils étaient ingénieurs. Mais la marque aime plutôt bien les remarques de Bill Bowerman, et ils lui disent qu'ils vont essayer avec ses remarques d'améliorer les produits. Le problème c'est que bon, c'est bien beau de rêver, mais au bout d'un moment, il y a une réalité économique, il faut de l'argent. Et le business model de Phil Knight, c'est de toujours passer des plus grosses commandes. Problème, c'est comment acheter 200 paires si t'en as vendu que 100 le mois d'avant. Il va te rester un peu d'argent, mais pas grand chose. Le mois après tu fais des ventes, mais tu vas tout réinvestir, donc t'as toujours pas de cash. Tu vends tes paires, tu continues de vendre ton stock, mais t'en rachètes encore plus, donc t'as toujours pas de cash et ainsi de suite. En fait, en réalité, Phil Knight et Bill Bowerman avec Blue Ribbon Sports, ils ont jamais d'argent. Tout passe dans les commandes qui sont de plus en plus grosses à chaque fois qu'ils vendent tout leur stock. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est de l'argent. Ils vont voir des banques, ils essaient d'avoir des prêts, mais c'est pas gagné. Parce qu'autant dire qu'à cette époque-là, un mec qui rentre dans une banque et qui dit écoute, j'ai une petite société, prête-moi de l'argent, je vais acheter des chaussures japonaises et les revendre ici, il n'y croit pas trop à la banque. Pas vraiment. Le problème, c'est que pour se faire du cash, ils ont besoin de prêts et ils ont pas de prêts. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est un problème qui est récurrent, qu'ils arrivent pas à régler et qui fait péter un câble à Phil Knight. Parce que lui, il croit vraiment en ce modèle économique. Il mise tout sur la croissance, quitte à se casser la gueule. Parce qu'en fait, pour lui, se casser la gueule, c'est impossible. C'est un scénario qu'il imagine même pas. Donc, il voit pas tous les dangers économiques qu'il y a dans son business model parce que bien qu'il y croit, il y a rien qui pouvait prouver à l'époque que ça allait fonctionner. Parce qu'en réalité, s'il se ratait sur un seul stock, tout son argent était mobilisé dans son stock, les produits se vendent pas, tu fais pas d'argent, tu peux plus recommander et c'est terminé. Donc, il a pris des risques, et c'est vrai que pour gagner, il faut prendre des risques. Maintenant, c'était quand même des risques un peu inconsidérés, mais ils font tête baissée, et il en a rien à faire de ce que les banques lui disent. Il va tout faire pour avoir de l'argent, et le pire, c'est qu'il y a une banque qui va finalement accepter de lui prêter de l'argent, même si sur le papier, en vrai, c'est quand même un peu dangereux. D'ailleurs, ça a pas toujours été tout beau tout rose, hein. Il y a un moment où Blue Ribbon Sports a commencé à avoir une équipe, l'équipe a commencé à comprendre qu'en réalité, l'entreprise investissait beaucoup, mais n'avait aucun argent, et certains salariés ont été même jusqu'à ne pas encaisser certains chèques de salaire pendant plusieurs mois pour aider au développement de l'entreprise. Bon, sur le papier, ça fait un peu peur, mais Phil il a confiance. Donc il continue dans ce chemin-là. Il travaille énormément, il s'abîme un peu la santé et surtout il voit jamais sa famille. Ses parents commencent un peu à s'inquiéter pour lui quand même. Et Phil Knight ainsi que son coach Bill Bowerman ont beau être passionnés et dans un rythme de fou, en vrai leur quotidien, il est chaotique. Malgré ça, ils arrivent en 1966 enfin à ouvrir leur premier magasin Blue Ribbon Sports à Los Angeles. C'est un accomplissement de fou pour Phil Knight. Ce magasin, il est ouvert par Jeff Johnson. Et Jeff Johnson, c'est le premier salarié de l'entreprise Blue Ribbon Sports. Dans ce magasin-là, Jeff Johnson, il fait tout. Il tient le magasin, il fait les photos produits,
il est commercial, il fait absolument tout. Jeff Johnson, il est bousillé par le projet Blue Ribbon Sports à tel point qu'il est capable à un moment donné dans sa vie de déménager de la côte ouest à la côte est juste pour ouvrir un nouveau magasin parce qu'il a que ça dans sa vie, c'est sa passion. C'est clairement le soldat de Phil Knight pour l'entreprise Blue Ribbon Sports. Le premier magasin ouvert, Phil Knight se fait sa petite équipe. Blue Ribbon Sports commence à devenir une vraie entreprise. Chaque salarié a son poste et son rôle, mais Phil Knight, lui, la notion de hiérarchie, il en a rien à faire, c'est pas son problème. En fait, lui, il veut que tout le monde se considère comme des amis et surtout que tout le monde puisse proposer ses idées, le contredire s'il faut, parce que pour lui, c'est hyper important d'avoir une vision objective sur tout le travail qu'il est en train de mener. Parce qu'il a tellement la tête focus dans le projet que des fois, il se rend pas compte que certaines décisions qu'il prend sont pas forcément les bonnes et du coup, il peut compter sur son équipe de Blue Ribbon Sports pour des fois lui dire ton idée c'est de la merde, on arrête tout de suite. Des fois, il écoute pas et il fonce. En revanche, des fois, il écoute son équipe et il évite des catastrophes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a énormément d'anecdotes qui racontent qu'à cette époque-là, l'équipe de Blue Ribbon Sports, c'était n'importe quoi. À chaque réunion, ça lançait des insultes dans tous les sens, il s'appelait tête de cul. Bon, ok, ça buvait de la tequila jusqu'à je sais pas quelle heure. Des fois, pendant des réunions dans des bars, ils étaient presque à se taper dessus parce qu'ils étaient pas d'accord. Mais ce qu'ils racontent aujourd'hui avec du recul, c'est que pour eux, c'était les meilleurs moments de la marque et c'est surtout dans ces moments-là que finalement, ils ont eu leurs meilleures idées. Ce qui est assez drôle, c'est que d'un point de vue extérieur, quand on entend ça, on peut se dire, c'est une équipe qui est trop éparpillée, ça va jamais marcher. Et bah pourtant, ça fonctionne. C'est le bazar, mais c'est quand même un peu un bazar organisé. Ils arrivent à s'y retrouver, à construire des beaux projets. D'ailleurs, il y a un jour où il y a un dirigeant d'Onitsuka qui s'est dit, tiens, quand même, cette petite entreprise Blue Ribbon Sports, là, ils vendent beaucoup de paires aux États-Unis, je vais leur rendre visite. Et quand ils arrivent là-bas, ils se disent, mais où est-ce qu'on a foutu les pieds? C'est quoi ce bourbier, les gars? Bon, si on devait résumer cette partie de la vie de Phil Knight, c'est des débuts compliqués, mais finalement très excitants. Il a une équipe soudée qui s'est formée autour de sa personnalité, et Blue Ribbon Sports commence vraiment à être un projet solide. L'idée qu'elle a eue dans son cours du soir à l'armée il y a quelques années commence enfin à vraiment ressembler à quelque chose. Seul problème, c'est qu'après des années de collaboration fructueuse avec Onitsuka Tiger, il y a un conflit qui va commencer à s'installer et qui va complètement redistribuer les cartes et changer les règles du jeu. S'il y a un point commun qui rassemble les personnes qui montent un business, c'est que très souvent ils veulent toujours voir plus grand. Et c'est ce qui s'est passé avec Phil Knight et Bill Bowerman. Vendre des paires japonaises, c'est sympa. Faire fabriquer les meilleures chaussures de course du marché, c'est peut-être un peu plus fun. C'est l'idée qui leur vient en tête. À un moment donné, ils commencent à en avoir marre d'attendre toujours des délais supplémentaires pour les commandes Onitsuka Tiger. Et Phil Knight va dire à Bill Bowerman, ok, c'est parti, bosse sur la création de nos propres paires et essaie de nous créer des masterclass de chaussures de course. Ils vont commencer à créer des paires et ça vient à l'oreille d'Onitsuka Tiger. Ils sont pas super contents, genre pas du tout en vrai. En même temps, ils auraient dû s'y attendre parce que quelques mois auparavant, ils ont complètement essayé de niquer Phil Knight, excusez-moi du langage, mais il n'y a pas d'autre mot. Quelques mois auparavant, ils avaient promis à Phil Knight qu'il serait le distributeur exclusif d'Onitsuka Tiger aux États-Unis. Sauf qu'un jour, Phil Knight reçoit une lettre d'un homme qu'il connaît pas et qui lui dit mec, maintenant c'est moi le distributeur exclusif et regarde, Onitsuka Tiger sont d'accord avec ça. Phil Knight a complètement pété un plomb, il est parti les voir, ils lui ont dit oui t'inquiète, ils ont passé de la pommade en gros, il est rentré, il y a rien qui avait changé. C'est en partie quand même ce qui l'a motivé à dire bon, distribuer des paires c'est sympa, maintenant c'est mieux si on les fabrique. Le problème, c'est que financièrement, ils sont encore dépendants d'Onitsuka Tiger et surtout leur santé financière elle s'est pas vraiment améliorée. À tel point qu'à la fin des années 60, Phil Knight il est à deux doigts de fermer la boîte. À un moment donné, les chèques qu'il fait à ses salariés pour leur verser leur paye, ils sont carrément refusés par la banque tellement ils ont pas de cash. Donc là, il y a un vrai conflit d'intérêts. D'un côté, ils veulent commencer à créer leur paire. De l'autre, ils se disent si Onitsuka commence à bloquer les commandes parce qu'ils sont pas contents de ce qu'on fait, on est clairement mort. Le projet, il est mort avant d'avoir démarré parce que non seulement on pourra plus payer nos salariés, donc on n'aura plus d'équipe, en plus on n'aura pas d'argent pour créer nos paires. Enfin bref, c'est une catastrophe complète. D'un autre côté, ils se disent en vrai, si Onitsuka Tiger ils sont pas trop bêtes, ils vont continuer à nous faire confiance parce que c'est quand même un peu grâce à nous que la marque est en train de devenir ce qu'elle devient. Et dans les faits, c'est pas forcément faux parce que finalement tous les conseils qu'ils ont donnés à Onitsuka Tiger pendant des années, la marque japonaise les a vraiment appliqués et c'est ce qui a en partie fait sa renommée. Je vais vous donner un exemple concret. On est en 1966. Bill Bowerman, Phil Knight et les designers de Blue Ribbon Sports commencent à bosser sur un modèle, la TG24. C'est une sorte de revisite de plusieurs modèles à succès de chez Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger reçoit ce prototype et ils se disent ok c'est pas mal, on va la fabriquer. La paire part en fabrication, ensuite elle est commercialisée et c'est directement un gros succès commercial. Pour Bill Bowerman, cette paire là c'est la paire ultime pour courir. Ils ont pris ce qu'il y avait de mieux chez la marque, ils l'ont combiné et grâce à ça ils ont vraiment une paire qui est incroyable. Les mois passent, les collections changent et le nom de la paire évolue. Elle s'appelle plus forcément TG24 mais Mexico et ensuite ils vont encore faire évoluer le nom en Aztec. Mais à l'époque, Adidas avait un modèle qui s'appelait Azteca Gold et quand ils entendent ça, ils se disent c'est des ouf, comment ça ils vont voler notre nom? C'est impossible. Du coup, vous vous en doutez, comme à chaque fois, ça part en procès. Évidemment, fallait s'en douter, Nike perd complètement le procès, ils sont obligés de renommer leur paire. Et en vrai, Phil Knight, c'est un peu un gros rageux. Du coup, il se dit, ok, ils veulent qu'on change le nom, on va trouver un nom meilleur. Un nom qui est plus fort qu'Azteca. C'est comme ça qu'ils vont renommer cette paire d'Onitsuka Tiger en Cortez. Et ce nom Cortez, il va pas le trouver par hasard. En fait, ce nom va être inspiré de Hernán Cortés, un conquistador du XVIe siècle, qui lui-même avait réussi à conquérir un empire aztèque. Et vous vous en doutez, c'est évidemment une pique directe à Adidas. Vous avez un nom, nous on a un nom qui est plus fort que le vôtre.
J'adore ces réactions de mecs qui a le seum. Parce qu'en réalité, c'est officiellement à ce moment-là que la guerre ultime qu'on connaît tous, Nike vs Adidas, va être lancée. Bref, les minutes de la vidéo défilent et vous commencez à comprendre que l'histoire de Phil Knight, en réalité, c'est un peu des montagnes russes. Il y a un temps fort, il y a une grosse galère. Puis il y a un temps fort, puis il y aura une grosse galère. Et là, on revient un peu dans un temps fort où ils commencent à pouvoir vraiment fabriquer leurs paires dans le dos d'Onitsuka Tiger et les faire tester, voir un peu si les premières paires qu'ils fabriquent sont plutôt pas mal. Ils se font un peu d'argent en continuant à vendre des Onitsuka Tiger jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que Onitsuka Tiger va les cramer et va stopper les ventes. Et de l'autre côté, ils fabriquent leurs paires pour commencer vraiment à monter leur projet à plus grande échelle. Et c'est donc le moment où ils vont vraiment s'appuyer sur le génie du coach Bill Bowerman. Il y a une anecdote qui est incroyable, je suis obligé de vous la raconter. C'est lui qui a trouvé la fameuse idée de la Waffle Trainer, cette fameuse paire avec la semelle en forme de gaufre. C'est une paire qui a complètement choqué l'industrie à l'époque et pourtant elle vient d'une idée toute bête. Un dimanche, Bill Bowerman il était chez lui et il voit sa femme qui est en train de faire des gaufres. Jusque là, rien d'anormal, moi aussi ma meuf fait des gaufres le dimanche à la maison, mais je me contente de les manger avec un peu de Nutella et tout va bien. Bill Bowerman, lui, c'est pas un mec lambda comme moi, son cerveau il fait des backflips dans tous les sens à chaque fois qu'il voit quelque chose et là il se dit attends j'ai une idée. Il va voir sa femme, il dit chérie, quand t'as fini tes gaufres tu peux me passer ton gaufrier? Elle lui dit oui, pour faire quoi? Elle lui dit t'inquiète. T'inquiète. Il va dans son atelier, il fait fondre un espèce de matériau un peu chelou avec un peu de plastique, un peu bref, je suis pas expert en matériaux utilisés sur les semelles, mais bref, il fait fondre un truc, il le colle sur une paire, et là il se dit ok, on a une semelle en forme de gaufre d'accord, mais tous ces petits carrés qui ressortent, ils vont énormément améliorer l'attraction et surtout la stabilité des coureurs. Et à partir d'un gaufrier, il crée un produit révolutionnaire. C'est comme ça qu'est né du coup la Waffle Trainer, qui est la première révolution technologique de Nike. Blue Ribbon Sport c'est en train de se transformer, et du coup Phil Knight veut changer le nom et le logo. Pour lui, il doit y avoir une vraie rupture parce que s'il est en train de créer, c'est totalement différent que ce qu'il faisait avant. Il veut donc créer quelque chose de simple, plutôt facile à prononcer, mais il se rend pas compte à quel point choisir un nom de marque, c'est un véritable bourbier. Alors il missionne toutes ses équipes en même temps sur ce projet-là et ils commencent tous à lui donner quelques idées. Mais Phil Knight, il est un peu en mode, je vous écoute pas, j'en ai rien à foutre, de toute façon la marque elle va s'appeler Dimension 6. C'est mon idée et elle est révolutionnaire. Tout le monde se fout de sa gueule. Le nom il est éclaté. Et lui en vrai, même s'il croit un peu en son idée, il est un peu piqué dans son orgueil et il leur dit bah vous savez quoi, mon idée elle est nulle, allez-y, donnez-moi des idées. Il prend les idées de tout le monde, il est jamais content. Jusqu'à la dernière heure avant le dépôt de la marque, il savait toujours pas quoi choisir. Et finalement au dernier moment, il va retenir une proposition de Jeff Johnson, le premier employé de Blue Ribbon Sports, qui lui propose un remix du nom de la déesse grecque de la victoire, Nike, qui va se transformer en Nike. Nike en anglais. Sur le moment, Phil Knight a vraiment le seum de faire ce choix là, mais au moins c'est choisi, c'est fait, il est débarrassé, il peut passer à autre chose. Maintenant il lui faut un logo. Le problème, c'est qu'il a pas d'idée et il a encore moins d'argent. Du coup, il reprend contact avec une ancienne élève de l'université de l'Oregon dans la section art qui a pas trop d'argent et qui a besoin de se faire un petit billet et il lui dit s'il te plaît, travaille sur un logo, moi je veux juste un truc qui fait penser à la notion de mouvement. Alors la personne en question, Caroline Davidson, lui dit ok, bon, elle dessine 2-3 trucs et elle lui propose le logo que vous voyez à l'écran, le fameux swoosh de Nike. C'est son nom. Alors il le regarde, il voit une virgule, il dit bon, ok, vas-y, c'est parti, on part sur ça. Il va la payer 2 $ de l'heure, soit une trentaine de dollars de l'époque, et c'est plié. Il a enfin son nom, Nike, et son logo. Ça y est, il peut enfin passer à la prochaine étape. On est donc en 1972, Nike est officiellement créé, ils ont leur nom, leur logo, et ils sont prêts à tout arracher. Bon, en réalité, il n'y a pas grand chose qui change. Au début de Nike, c'est toujours un peu compliqué financièrement. Onitsuka Tiger, ils entendent ça, ils viennent, ils leur disent ok les gars, vous galérez, mais en vrai, vous êtes pas trop mauvais. On vous propose de racheter 51% de votre marque directement. Phil Knight, il va les regarder, il va leur dire oui, bien sûr, ça marche, c'est hors de question. Du coup, comme vous vous en doutez, procès. Alors ce procès-là, il est un peu différent des autres. Il est hyper stressant pour Phil Knight parce que déjà, il y croit pas du tout. Pour lui, c'est perdu d'avance et en réalité, ça joue un peu l'avenir de Nike parce que s'ils ont une grosse amende ou alors qu'ils sont condamnés à verser beaucoup de dommages et intérêts par rapport au père qu'ils ont monté dans le dos d'Onitsuka Tiger, ils sont un peu morts parce qu'en réalité, ils ont pas de cash, ils ont pas d'argent. Il va mettre des mois à trouver un avocat pour le représenter parce que personne veut du dossier tellement il est perdu d'avance. Alors il va engager un proche à lui qui est quand même un peu convaincu par le sujet et qui va se donner corps et âme dans ce procès et qui a accepté le dossier alors même que son cabinet lui avait dit non, tu le prends pas. Et contre toute attente, non seulement Nike va remporter le procès, Onitsuka va devoir verser des dommages et intérêts à Nike, mais le juge va surtout accorder le droit aux deux marques de vendre les mêmes modèles de chaussures sans exception. Ce qui veut dire que Nike peut capitaliser sur tout ce qu'il a fait avec Onitsuka Tiger en changeant le logo histoire d'avoir quand même leur image de marque, sans qu'ils soient forcément inquiétés par la justice. Et encore pire que ça, Nike obtient le droit de garder l'exclusivité de la paire de Cortez. Ce qui veut dire qu'Onitsuka Tiger n'a pas le droit de recommercialiser la Cortez en tant que Cortez. Phil Knight, il n'en croit pas ses yeux et il a beau toujours pas avoir d'argent, pour lui c'est un soulagement et il est enfin sorti d'affaire. Et c'est à partir de ce moment-là où Nike va devenir une vraie cash machine, notamment avec une de ses premières paires comme je disais la Cortez. En 1980, seulement 8 ans plus tard, Nike dépasse Adidas et devient le leader de l'industrie
aux États-Unis. Et ils vont plus seulement se limiter aux chaussures de course. Eux, ils veulent faire des chaussures pour la lutte, pour le tennis et pour le basket. C'est dans ces années-là où, grâce au marketing et à la publicité, Nike va commencer à devenir un vrai monstre. Plus que simplement des produits, les clients de Nike viennent chercher une histoire et une identité, une image à laquelle ils arrivent à se rattacher et qu'ils veulent renvoyer. La marque Nike les fait en fait un peu rêver. Un point fort de Nike, c'est qu'ils restent aussi très attachés à leurs racines, l'Oregon et Portland. Leur siège n'a jamais bougé, toujours à Portland. Et par exemple, leur première paire de chaussures de basket qui vont sortir en 1973, ça va être la Blazer qu'on connaît tous, qui a été appelée comme ça en référence à l'équipe NBA de la ville de Portland, les Portland Trail Blazers. Donc maintenant qu'ils ont des moyens, ils vont commencer à faire de la pub. Une des premières stars de Nike, c'est John McEnroe. D'ailleurs, l'anecdote de sa signature chez Nike, elle est incroyable. Un jour, il y a un représentant de Nike qui part en repérage dans un endroit où s'entraînent certains tennisman, et quand il arrive dans le complexe sportif, il demande conseil au responsable pour lui dire à son avis vers qui je dois aller voir. Actuellement, je cherche la pépite du tennis pour lui proposer un contrat de représentation. Et le responsable du complexe sportif, il lui dit écoute, tu peux à peu près tous aller les voir, juste le mec qui est au fond là-bas n'y va pas, il est un peu chelou, à chaque match il pète un câble et il explose sa raquette. Et là le représentant de Nike, ça vient dans sa tête et il se dit et si c'était pas lui mon gars. Nous ce qu'on veut, c'est pas uniquement faire les meilleurs produits, mais c'est surtout travailler avec les personnalités les plus marquantes. Ce qu'ils veulent, c'est des profils atypiques. Et l'histoire leur donnera raison puisque John McEnroe va devenir une réelle légende du tennis et son histoire va être liée à tout jamais à celle de Nike. Tout commence à s'emballer pour Nike, il commence vraiment à se faire de l'argent à ce moment-là. Plus besoin d'appeler les banques en mode s'il vous plaît les gars, on a plus d'argent, vous pouvez nous faire un prêt? Non, ça existe plus. Commence quand même à y avoir pas mal de moyens chez Nike. Mais malgré ça, Phil Knight vit toujours des moments très compliqués. En travaillant sans compter les heures pendant des années, d'abord chez Blue Ribbon Sports et ensuite chez Nike, il va complètement délaisser sa vie personnelle et surtout sa vie de famille. Et pourtant, Phil Knight, il est drogué à ça. Il en veut toujours plus. Donc il n'arrive pas à faire la part des choses. Et même s'il sait qu'il devrait plus voir sa famille, passer plus de temps avec sa femme, surtout aussi avec ses enfants, qu'il voit finalement pas vraiment souvent, c'est plus fort que lui. Il n'arrive pas à trouver un équilibre à un moment de sa vie où il voit ni sa famille, il fait plus de sport, il a pas d'hygiène de vie, il mange n'importe quoi, il sort plus avec ses amis, bref, il a aucun équilibre. Un de ses deux fils, Matthew, s'entendra mal à cause de ça. Il va rejeter tout ce qui vient de Nike parce que pour lui, Nike, c'est ce qu'il a privé de son père. Phil va avoir énormément de regrets à ce propos-là, puisqu'en 2004, son fils Matthew va malheureusement mourir dans un accident de plongée. Et pour Phil Knight, c'est la première fois qu'il se rend vraiment compte à quel point son travail a pu avoir un impact vraiment négatif sur sa vie. Son fils n'a pas grandi avec lui, et à seulement 34 ans, la vie l'a emporté et il a jamais pu en profiter. En plus de ses problèmes perso, Nike va en avoir aussi. Ils sont rattrapés par une dette fiscale qui leur réclame 25 millions de dollars. Alors ils ont beau commencer à faire de l'argent, quand tu commences à avoir de l'argent et qu'on te réclame 25 millions de dollars, c'est pas vraiment marrant. Finalement, il arrive à plutôt bien gérer puisqu'il en doit plus que 9. Alors 9 millions de dollars, c'est toujours beaucoup d'argent, mais au lieu de 25, c'est toujours mieux. Et Phil Knight, en fait, comme à chaque fois, il arrive à gérer les galères les unes après les autres et à faire en sorte que son entreprise tienne le bon chemin. L'entreprise progresse tranquillement, a de plus en plus de succès et on arrive en 1984, année où absolument tout va changer pour Nike. Nike est excellent sur le marché des chaussures running, ils sont plutôt bons dans le tennis, mais s'il y a un marché où ils pêchent, c'est dans le basket. Et pour remédier à ça, ils vont tout faire pour signer Michael Jordan. Enfin, c'est pas vraiment ça l'histoire. Nike va pas tout faire pour signer Jordan, c'est une personne de chez Nike qui va tout faire pour signer Jordan. Ce mec-là, il s'appelle Sonny Vaccaro. Et on peut clairement dire que c'est grâce à lui si Nike est devenu ce qu'il est aujourd'hui. En fait, à l'époque, Jordan, c'est un profil assez atypique parce qu'il a beau pas être le premier de la draft, les marques se l'arrachent. Il y a deux marques qui sont prêtes à le signer et c'est les leaders du marché, Adidas, Converse. Mais Sonny Vaccaro, c'est la personne qui est responsable des nouvelles recrues pour toute la section basket chez Nike. Lui, c'est un pur geek du basket. Ce que Phil Knight est au running, Sonny Vaccaro l'est au basket. Il passe tout son temps libre à se balader d'université en université avec des paires de Nike plein de sacs pour donner aux joueurs de basket des différentes universités pour les convaincre que Nike fait les meilleures paires de chaussures de basket. Et Sonny, il a une vision, absolument tout faire pour signer Jordan. Et quand je dis tout faire, il va vraiment tout faire de A à Z. Centraliser tous les moyens marketing de la division basket sur Michael Jordan. On fait tapis sur lui et on voit ce qui se passe. Phil Knight n'est pas convaincu du tout. Pour Sonny Vaccaro, c'est la chose à faire. Et contre toute attente, ça marche. Parce qu'à l'époque, Nike n'est pas du tout le leader sur le dossier. Converse a beaucoup plus de bagages dans le basket, Adidas a plus de moyens, mais Jordan va choisir Nike. Ce qui fait ça, c'est qu'en fait, Jordan est plutôt convaincu par l'image de la marque et surtout par l'aura que va dégager Phil Knight. Après, bien sûr, financièrement, c'était très avantageux pour lui. Sa mère l'a beaucoup aidé dans le deal, mais il pouvait potentiellement toucher plus chez Adidas ou chez Converse. C'est vraiment le projet qui lui a plu. C'est donc le début d'une collaboration qui va changer l'histoire du sport et un an plus tard, en 1985, Nike va sortir la Nike Air Jordan 1. Et là, vous vous en doutez, c'est un tremblement de terre sur le marché. En proposant ce genre de produit, Nike devient pas seulement un équipementier sportif, mais elle va totalement changer la perception des sportifs pour le grand public, qui vont devenir en partie grâce à Phil Knight des icônes culturelles. Après la succession de produits à grand succès, notamment la Air Force One, la Jordan 1 et la Air Max 1, Nike va prendre une toute autre dimension. Elle va devenir l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, qui va racheter des grandes marques du marché comme Hurley ou encore Converse par exemple, tout
tout en multipliant les campagnes de publicité mythiques. Nike va sponsoriser les plus grands sportifs de l'histoire et ils vont être en même temps équipementiers officiels de la NFL et de la NBA entre 2012 et 2015. C'est des exemples précis, mais on pourrait en citer plein d'autres, notamment l'emprise qu'ils ont eu sur le marché du football à partir du début des années 2000. Aujourd'hui, Phil Knight fait partie des personnes les plus riches au monde avec une fortune qui va avoisiner les 40 milliards de dollars. Pour le petit gars de l'Oregon qui pensait pas trop croire en ses rêves, c'est juste une histoire incroyable. Pour remettre un peu tout en perspective, on va parler chiffres. En 1964, après la première année de Blue Ribbon Sports, la marque pesait 3260 dollars. C'est que 5 ans plus tard, en 69, que Phil Knight va commencer à pouvoir bosser à temps plein sur Blue Ribbon Sports. Encore une fois, on pourrait parler de cette énorme patience. Il a passé 5 ans à avoir un job et en même temps monter son entreprise. Et en plus, quand il arrive, il va pas se verser un gros salaire puisqu'il se paye 18 000 dollars par an, ce qui est franchement pas énorme. En 1996, soit 32 ans plus tard, Nike pèse 6,5 milliards de dollars. C'est monstrueux. L'an dernier, Nike c'était plus de 40 milliards de chiffre d'affaires, soit 6 fois plus qu'en 96. Phil Knight est aujourd'hui considéré comme un des plus grands businessmen et révolutionnaires de l'histoire du sport. Le problème, c'est qu'on sait pas vraiment si au fond de lui, malgré la personne qu'il est devenu et ce qu'il a réussi à créer, est-ce qu'il est réellement fier de lui? En fait, c'est quasiment impossible à savoir parce que Phil Knight c'est quelqu'un qui est hyper mal à l'aise quand on lui donne un peu trop d'attention et il a quasiment jamais accordé d'interview. Du coup, son autobiographie que je vous invite à lire, L'Art de la Victoire, qui a été publiée à 7 ans, c'est le seul moyen d'avoir le regard de Phil Knight sur sa vie, ce qu'il a accompli, ses victoires mais aussi ses échecs, et surtout d'avoir un peu sa vision sur tout ce qu'il a vécu. Le 30 juin 2016, à l'âge de 78 ans et après plus de 50 ans à la tête de Blue Ribbon Sports puis Nike, Phil Knight a quitté ses fonctions de président de Nike. Il consacre maintenant le reste de son temps à des actions de charité, à des associations, et en quelques années, rien qu'en Oregon sur ses terres natales, il a déjà donné plus de 2 milliards de dollars à différentes structures. Si je devais retenir une chose de l'histoire de Phil Knight, c'est qu'il a prouvé à travers son parcours et sa vie qu'en étant passionné par un projet, en y mettant corps et âme, il n'y avait finalement aucune limite à ce que pouvait être la réussite. C'était l'histoire de Phil Knight et sa création de Nike, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'envoie toute ma force aux personnes qui sont actuellement dans la création de leur projet, qui ont du mal à y croire, qui ont peut-être des moments de doute. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu de motivation et potentiellement vous aura inspiré. C'est tout pour moi, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très vite les potes. Ciao.